Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ce C'est soir. avec un grand plaisir. Donc on est là pour parler de ton dernier livre, tu es en pleine promo comme on dit. Euh, un fantôme sur le divan Oui. avec un sous-titre qui nous dit perception extrasensorielle, contact avec l'invisible, expérience au seuil de la mort, quand l'extraordinaire s'invite chez les psys. Donc c'est un livre d'une série d'entretiens que tu as fait avec donc plusieurs psys qui sont des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, parfois tout ça à la fois, des psychanalystes aussi. Certains cumulent les fonctions, comme on dit. Et écoute, je me suis régalé, je le dis tout de suite. Alors, je t'avais dit, on en a parlé un petit peu avant, je pensais pas avoir le temps de lire tout, et j'ai presque tout lu, Ah parce que ouais. c'est passionnant. C'est passionnant parce que la première chose que j'ai envie de te dire pour te lancer, c'est que c'est vrai que ces gens-là, en général, ce sont des gens qui nous écoutent, qui écoutent en tout cas ceux qui viennent les voir, les consulter. Ce sont des gens qui sont à l'écoute des souffrances ou du mal-être, voilà, des personnes, et qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler finalement ou de lire sous cette forme-là. Et là, tu as rassemblé donc 21 personnalités, dont certaines sont connues, d'autres moins. On va les citer au fil de l'eau si tu veux, hein. Mais et du coup c'est passionnant parce que effectivement il se livre en fait. C'est une parole qui est relativement rare finalement. C'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant et passionnant au fil des lectures. Parce que bien sûr, ils ont des regards qui se croisent aussi, qui se recoupent, mais chacun a sa singularité aussi liée à son approche, à sa pratique. Et vraiment, c'est passionnant de bout en bout. Voilà, donc bravo. Bah, merci à eux. Merci à eux, merci à toi, parce que, alors évidemment, oui, tu les lances, toi, tu veux savoir ce que c'est que la réalité, et eux, ils te parlent de clinique, ils te parlent de souffrance, etc. Donc ça, c'est la première chose. Euh, on voit que tu veux essayer de leur faire dire comment ils voient les choses. Et ça, c'est une vraie difficulté quand même, hein. Bah, c'est une vraie difficulté, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment l'espace le le plus adapté dès lors qu'on s'interroge sur tout ce qui sort un peu de l'ordinaire. Ce livre, il est vraiment dans la continuité du travail que j'ai fait avec l'INRES, qui a été même le moteur de la création de l'INRES. Et avant ça, il est vraiment né d'une rencontre en 2003 avec un psychiatre américain qui s'appelait John Mack, qui est décédé en 2004 et qui est dans l'entretien qu'on avait fait ensemble en 2003 et présent dans le livre. Et c'était une époque où je m'intéressais à la question extraterrestre. J'y étais venu presque par accident en travaillant, en proposant à France Télévisions un grand documentaire sur l'apparition de la vie dans l'univers. Donc c'était avec un objectif extrêmement astrophysique, exoplanète, très science mainstream. Et puis, par curiosité, j'avais quand même voulu m'intéresser au dossier OVNI pour voir s'il y avait vraiment matière à enquête, si un journaliste pouvait travailler sérieusement dessus ou c'était juste un ramassis de croyances. Et en fait, assez rapidement, en travaillant sur le sujet, je découvre qu'il y a bien évidemment beaucoup d'âneries, beaucoup de choses qui partent dans tous les sens, mais il y a quand même, notamment en France, depuis 1977, un service d'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il y a des chercheurs, il y a des gens qui sont éminemment, enfin avec un cursus universitaire éminemment important et qui se sont penchés sur la question et qui ne peuvent pas le balayer d'un revers de la main. Donc ça a commencé à m'intriguer, mais évidemment à m'intriguer avec un niveau de questionnement extrêmement basique à l'époque. Je suis journaliste, est-ce qu'une chose est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie? J'ai pas d'autres moyens d'aborder une problématique quelle qu'elle soit, quoi. Est-ce que ce qu'on me dit est vrai ou pas? Et évidemment, devant la phénoménologie du phénomène OVNI, qui décrit des phénomènes intelligents, c'est-à-dire que c'est pas simplement des phénomènes observés dans le ciel qui seraient bizarres, c'est des phénomènes qui, quand on va sur eux, quand par exemple des avions de chasse ont été envoyés au contact de certains phénomènes, les phénomènes ont réagi par rapport à l'approche des avions, se sont enfuis ou ont fait des manœuvres d'évitement. Donc là, on n'est pas devant un phénomène naturel qui est bizarre, inconnu, incompréhensible. On est devant quelque chose qui manifeste un comportement intelligent. Donc moi, à cette époque-là, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Enfin, c'est complètement fou dans notre société. S'il y a autant de chercheurs, autant
de données amassées là-dessus, c'est dingue qu'on ne s'y intéresse pas plus. Et puis surtout, je me disais, mais l'intelligence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait, dans ces phénomènes? Et là, presque par accident, je suis tombé sur un livre d'une journaliste de Paris Match qui avait fait un livre qui s'appelait Enquête sur les enlèvements extraterrestres, Marie-Thérèse de Brosse. Et je me rappelle vraiment, quand j'ai vu ce livre qui était au livre de poche, je l'ai pris dans la main et je me dis non, c'est connerie, pardon du mot, c'est vraiment too much pour moi. Et puis, je me suis quand même forcé à le lire, et en lisant ce livre d'une journaliste qui, comme moi, qui enquêtait sur un phénomène, elle soulève plein de questions, elle tente de répondre à certaines, mais surtout, elle parle de différents chercheurs sur le sujet, et notamment de John Mack, qui à l'époque était donc psychiatre, qui enseignait la psychiatrie à l'université de Harvard, et qui avait visiblement un cursus parmi tous les spécialistes, tous les gens qui s'intéressaient au phénomène OVNI. Lui, il avait quand même vraiment un cursus atypique. Et en fait, de fil en aiguille, parce que j'ai toujours essayé de suivre mes instincts et mes intuitions, je suis parti le rencontrer aux États-Unis. C'était vraiment un moment où je faisais ma transition entre mon ancien métier de reporter de guerre et la nouvelle vie. Et je me souviens précisément du jour où un rédacteur en chef m'a proposé de m'envoyer en Irak comme je faisais avant. Et là, subitement, je lui ai dit, bah non, j'ai autre chose à te proposer. Et je lui ai parlé de John Mack. Donc, il a ouvert des yeux ronds. Et en fait, j'ai pu rencontrer cet homme en septembre 2003 et passer du temps avec lui et avec certains de ses patients. Et vraiment, pour moi, ça a été un moment crucial dans ma vie, parce que face à un phénomène comme celui du phénomène extraterrestre, voilà, la seule approche qu'on envisage dans notre monde occidental, matérialiste, scientifique, c'est de faire des expériences, d'essayer de répliquer des choses, d'essayer de dégager des constances, enfin de faire de la science. Sauf que devant un phénomène complètement inconnu, étranger, incompréhensible et absolument non transportable en laboratoire, bah, on ne peut rien faire. Donc le fait qu'on ne puisse rien faire conduit un certain nombre de gens à se dire, bon, bah, finalement, il n'y a rien, ça n'existe pas. Et John Mack, lui, en tant que psychiatre, s'était intéressé à ces gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Et il ne les a pas seulement écoutés comme ça, ou il n'a pas seulement lu des livres, il en a rencontré. Et il a fait un travail clinique comme il fait avec n'importe quelle personne qui viendrait le voir avec une problématique, sans considérer a priori qu'elle est vraie, sans considérer a priori qu'elle est fausse, en se disant de toute façon ces deux postures sont des postures de croyance. Moi, je m'intéresse éventuellement à identifier une souffrance, s'il y a besoin que je réponde à cette souffrance. Et en faisant ce travail d'écoute, qui, avec tous les outils cliniques dont il disposait, il a permis de s'apercevoir qu'un témoignage corroborait un nouveau témoignage, et encore un nouveau, et encore un nouveau. Et en faisant un travail comme ça d'écoute clinique sur plusieurs dizaines de patients, il s'est aperçu qu'il y avait vraiment un phénomène qui ressortait, il y avait des constances. Et en fait, c'est une approche scientifique d'une certaine manière de sciences humaines, mais qui permet non pas d'apporter une réponse définitive et de prouver quelque chose, mais qui permet de dire, écoutez, là, il y a quelque chose d'important, on ne peut pas le balayer. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'avait vraiment frappé à l'époque, c'est que j'étais vraiment dans un questionnement très basique et très naïf. Je dis, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Et il me disait, ben, moi, je ne peux pas vous dire si c'est réel ou si c'est vrai. Je peux vous dire en revanche que ce que racontent ces témoins, ça ne peut pas s'expliquer par aucune pathologie que je connais. Je sais diagnostiquer une schizophrénie, je sais quand on me ment, je sais quand le patient délire ou croit à des choses qui ne sont pas vraiment réelles, qu'il y a de la schizophrénie ou de la psychose, enfin bon, voilà, toute cette palette d'outils. Et lui, en tant que clinicien, il s'est dit, ben voilà, moi, je ne peux identifier aucune cause pathologique à ces récits. Et chose supplémentaire, une majorité de ces témoins souffrent aussi de stress post-traumatique. Et le stress post-traumatique, c'est pas de feindre un malaise parce que tout d'un coup on est ému par une émotion. C'est vraiment c'est pas une pathologie, mais c'est vraiment une conséquence directe d'un événement réel, enfin d'un événement traumatique vécu comme réel. Et donc je me rappellerai toute ma vie de cette semaine que j'ai passée chez John Mack à Cambridge, près de Harvard, qui a vraiment radicalement changé ma vie, mon regard, ma façon de travailler. Non pas que tout d'un coup, je suis rentré des États-Unis en me disant, ça y est, les extraterrestres sont là, mais je suis rentré de ce pays en me disant, ben voilà, il y a une approche sérieuse, rigoureuse, qui permet d'offrir un espace de questionnement devant des phénomènes qui sont, a priori, qui échapperaient, a priori, complètement à la science. Et là où les physiciens, les biologistes
ont des outils qui sont trop limités pour explorer l'ampleur de ces phénomènes, bah, voilà peut-être un outil, celui de la psychologie et de la psychiatrie, qui permet de créer un espace. Et pour moi, ça a été révolutionnaire. Et John avait créé à Cambridge un centre d'études et de recherche sur ce phénomène des enlèvements. Et l'idée était dans ma tête. On était en 2003 et quelques années après, j'ai eu l'idée de faire la même chose en France, l'INRES. Avec l'INRES, bien voilà. sûr. Alors, quand même, Stéphane, il faut préciser que cette question extraterrestre et l'interview de John Mack, c'est une petite partie du livre. En fait, la question extraterrestre, elle est abordée uniquement dans cette interview-là, si je ne m'abuse. Mais évidemment, tu l'expliques parce que c'est le point de départ en fait de ton nouveau cheminement. Ça t'a amené aussi à écrire Extraterrestre l'enquête. Mais la question qui est à laquelle sont confrontés ces psys, c'est des phénomènes, on va dire, peut-être moins extraordinaires, de gens qui perçoivent des défunts, de gens qui vivent des expériences spirituelles profondes, des expériences de mort imminente aussi, auxquelles tu t'es beaucoup intéressé, bien sûr. C'est presque plus ordinaire, on peut dire, mais tout de même, il y a beaucoup parmi les gens que tu interroges, de psy qui ont vécu quand même dans leur cabinet, qui ont reçu des témoignages tout à fait étonnants, quoi. Et c'est ça qui interroge aussi, parce qu'ils ont tous en mémoire des cas comme ça. On dit, mais j'ai un patient qui m'a raconté ça, j'ai un enfant qui m'a raconté ça. On peut parler aussi à part du cas des enfants, et ça reste des choses qui ne sont pas explicables aujourd'hui par la science. Et toi, tu essaies de leur faire dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment est-ce que vous voyez le monde? Et la plupart, en fait, ils bottent en touche, en fait. Ils essayent d'éluder un peu le truc. Certains se livrent, mais la plupart disent quand même, Pour la plupart, non. ce qui est important, c'est la souffrance. Voilà, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a souffrance ou pas? Moi, je suis un professionnel de santé, donc je vois s'il y a souffrance. Après, ce que ça veut dire sur la nature de la réalité, la plupart, ou presque tous, bottent en touche. Oh non, pas presque tous. Non, plus de la moitié botte pas du tout en touche. Ah, Non, tu il y veux a dire que oui, effectivement. ils se livrent un peu, mais ils restent dans une espèce. Il faut pas qu'ils perdent leur crédibilité, quoi. C'est ça leur problème. Ah non, je On suis sent pas qu'il y a une d'accord. forme de réticence. Je pense que il y a effectivement certains psys assez connus que je voulais aller rencontrer pour justement montrer que ce phénomène, il n'est pas uniquement circonscrit à quelques psys bizarres qui s'intéressent à des trucs fumeux. Donc, je suis allé questionner Cyrulnik, Christophe André, Philippe Grimbert, Toby Nathan. Effectivement, Christophe André ou Cyrulnik, eux, ont été confrontés et ont vécu des choses bizarres, mais ils n'ont pas poussé plus loin, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés. Après, c'est toujours une question humain. Est-ce que je plonge là-dedans ou j'y vais pas? Après, voilà, Christophe André, il était, plus maintenant, mais il était à l'époque et pendant toute sa carrière à Sainte-Anne. Donc lui, il avait à traiter quotidiennement des gens en souffrance avec des vraies pathologies. Donc sa priorité n'était pas forcément d'aller explorer les trucs bizarres. Cyrulnik, pareil, mais il y en a plein d'autres. Toby Nathan, par exemple, qui eux ont plongé dedans à deux Oui. pieds et assument complètement la réalité d'un monde. Je vais être réducteur dans ces termes-là, mais la réalité d'un monde invisible qui se manifeste d'une façon ou d'une autre. Oui, mais Toby Nathan dit il y a des esprits, oui, il y a des esprits, mais il en parle comme des espèces d'entités psychiques. Il n'en parle pas comme quelque chose qui aura une réalité substantielle. Bon, lui, il est ethnopsychiatre, donc effectivement, il s'intéresse aux visions du monde des peuples racines, en l'occurrence. Donc, il te parle d'esprit, il reconnaît l'existence des esprits, mais il en parle comme une espèce d'entité psychique quand même, quoi. Tu vois, ils sont obligés aussi d'avoir une certaine retenue par rapport à. Oui, mais tu sais, Jocelyn, je pense que cette retenue, pour moi, ça peut être un peu de l'esbrouffe. Et effectivement, j'ai rencontré certains psys qui ne sont pas dans le livre, qui eux étaient vraiment dans l'évitement presque malhonnête, à me convoquer des concepts psychanalytiques pour se dépatouiller de ces phénomènes et leur trouver forcément une explication très rationnelle. Eux, ils ne sont pas dans le livre. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est face à quelque chose de mystérieux. On est face à quelque chose de profondément inconnu. Tout le monde y va de sa théorie. Que ce soit les croyants ou les non-croyants, on va tous avoir un modèle, un concept, des explications. Et en fait, on passe notre temps, et voilà, la bibliothèque en est l'exemple, à lire des bouquins de gens qui te défendent une théorie ou une autre. C'est intéressant, mais il faut quand même reconnaître que face à ces phénomènes de la conscience, on est tous ignorants. On est tous ignorants. Et ce que j'aime dans les 21 psys qui sont dans ce livre-là, c'est qu'ils reconnaissent tous à plus ou moins un niveau important leur ignorance. Enfin, il y en a certains qui sont sacrément calés et qui ont passé des décennies à explorer ça.
comme Groff, par exemple, ou Charles Tart, mais tous reconnaître leur ignorance, et je trouve que dans la posture de ces hommes et de ces femmes, il y a quelque chose qui va plus titiller notre intelligence que des gens qui vont, eux, arriver tout de suite avec une explication et une théorisation complète. Moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je m'intéresse à ces sujets, à travers le regard psy, mais aussi à travers le regard science. Enfin, toi comme moi, on a exploré ces questions-là de plein d'angles différents. Et moi, plus j'avance, moins j'ai l'impression de comprendre, moins j'ai l'impression que les théories qu'on nous sert dans des livres ou d'autres sont exhaustives. Il y a des points intéressants, mais parfois ça devient contradictoire avec certaines phénoménologies. Donc, et puis pour avoir vécu moi-même certaines expériences dans un parcours chamanique que j'ai entamé il y a plus de 15 ans, je suis aussi, moi, confronté à cette altérité radicale où je reviens de ces expériences sans être capable de mettre le moindre mot sur ce qui vient de se passer, parce que tout d'un coup, j'étais en confrontation avec une réalité absolument indescriptible. Donc, moi, plus j'avance, plus j'aime la modestie et la prudence de ton des gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et toi comme moi, on doit faire ce constat que les gens les plus impressionnants ne sont pas ceux qui vont nous démonter une théorie extraordinaire dans tous les angles, c'est plutôt les gens qui vont reconnaître le caractère profondément mystérieux. Et je pense que c'est le point commun de ces 21 femmes et hommes de ce livre, c'est que certains ont réfléchi, certains ont construit des modèles, mais tous vous disent, bon, in fine, on ne sait pas trop, quoi. Voilà, on ne sait pas trop. Et même des gens comme Groff, qui lui est un grand pionnier de l'exploration des dimensions de la conscience, il y a des zones qui demeurent complètement mystérieuses, même s'il a théorisé beaucoup de choses. Oui, Groff a travaillé sur les psychédéliques et puis c'est un des fondateurs de la psychologie transpersonnelle aussi. Tu en as cité certains donc qui sont effectivement connus. On peut citer aussi par exemple Christophe Fauré, que tu l'as pas cité, qui est assez connu. Bruce Greyson, bien sûr, qui est un spécialiste des NDE. Donc oui, est-ce que tu dirais que ces 21 psys sont justement représentatifs malgré tout de la population des psys, ou justement ils ont cette particularité, eux, d'avoir un regard plus ouvert sur ces questions-là? Ils sont pas représentatifs de la globalité de cette population, d'après toi? Écoute, je sais pas. Moi, j'ai tendance à vouloir être optimiste et à vouloir me dire que dans le secret d'un cabinet, il y a effectivement des psys qui vont vraiment être très bornés et qui vont être dans un désir de très vite plaquer un diagnostic sur un phénomène sans forcément écouter. Je pense qu'il y a certaines professions, notamment les psychiatres, qui, de par les contraintes budgétaires et temporelles de leur activité, n'ont pas forcément la disposition et la capacité d'être dans cette écoute-là. Je ne veux pas faire de généralité du tout. J'ai le sentiment, et ça, on l'avait ressenti quand on avait créé l'INRES il y a presque 15 ans maintenant, et qu'on avait lancé un appel pour recruter des psys pour participer au réseau. On avait reçu des centaines de candidatures. Donc, je pense qu'il y a dans cette intimité du cabinet, il y a des questions qui restent ouvertes, et je pense qu'il y a peut-être une certaine catégorie de psys qui ne veulent pas entendre parler, qui vont continuer à être dans un évitement limite parfois un peu caricatural, mais j'ai quand même le sentiment que la majorité des gens qui s'engagent dans cette profession sont dans une curiosité, y ont été amenés par le désir de comprendre, d'aider, et que ça peut les inciter, face à des phénomènes inexpliqués qui vont se répéter, à s'ouvrir. Pour moi, une des psys qui est la psychologue Evelyn Joss, elle est emblématique du psy normal. Evelyn, c'est une psy qui a une formation tout à fait classique, qui est partie sur des terrains de guerre. Enfin, elle est allée au Rwanda, elle est allée en Bosnie. Elle s'est vraiment confrontée à la réalité la plus dure de notre monde. Donc, on pourrait dire qu'au contraire, elle est vraiment blindée dans son rôle de psy de guerre. Mais en même temps, dans son cabinet, en travaillant sur le deuil, elle a commencé à entendre une histoire bizarre, et puis une deuxième, et puis une troisième. Il a fallu du temps pour qu'elle commence à prendre la mesure de l'importance de ce qui se passait. Et ça a demandé effectivement un investissement et un courage personnel de se dire, bon, écoute, là, il faut que j'arrête d'être idiote. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et notamment dans la partie deuil, où elle recevait des patients qui lui racontaient avoir eu ce qu'on appelle des VSCD, c'est-à-dire des vécus subjectifs de contact avec un défunt, où dans les jours ou les semaines qui suivent un décès, le défunt s'était manifesté d'une manière ou d'une autre.
Donc voilà, une fois elle entend ça, elle se dit, bon, c'est un mécanisme de compensation émotionnelle, la personne est en souffrance. Une deuxième fois, elle dit, ah, c'est quand même curieux. Une troisième fois, le défunt a donné des informations absolument précises et improbables qui fait que là, ça l'interroge vraiment. Et voilà, et je pense que mais au-delà des psys, je pense que nous, dans notre société, on peut évoluer comme ça, de cette manière. C'est-à-dire que euh, simplement en écoutant les récits, en, en les accueillant, en n'essayant pas immédiatement de calquer une explication et un modèle, progressivement, on va se laisser envahir, on va être surpris, on va être dépassé par la réalité qui est autour de nous, en fait. Oui, tu citais Evelyn Joss, effectivement, et elle, du coup, elle est allée dans sa pratique jusqu'à justement faire une forme d'hypnothérapie qui confine à la médiumnité finalement, hein. En tout cas, elle accepte que ses patients, en quelque sorte, soient en contact avec un défunt. Il y a une forme, elle utilise le MDR, elle utilise différentes techniques aussi. C'est de la communication induite après la mort aussi. Il y a, comme Alan Botkin avait fondé cette technique aussi aux États-Unis. Donc, elle est ouverte à ça, mais justement, elle a vécu une expérience de mort imminente. Donc, il me semble, hein, il y a ceux qui, dans ton livre, je crois qu'il y a Patricia Serin aussi, qui ont vécu eux-mêmes quelque chose d'extrêmement fort et transformateur. Et ça, j'imagine que ça leur ouvre d'autant plus l'esprit, si on peut dire. Bah, c'est vrai que là, tu soulèves aussi un point qui est important, c'est que dans notre monde, on a une telle structure mentale qui tient la réalité, même si ça fuit de tous les côtés, que souvent, quand on a en plus une carrière avec une responsabilité professionnelle de prendre soin des gens, on va vraiment faire attention à ne pas trop se laisser envahir par quelque chose de subjectif. Donc, souvent, il faut un accident. Il faut un accident symbolique ou réel pour tout d'un coup bousculer un peu l'armure et puis se dire il y a quelque chose derrière. Donc, ça peut être une expérience de mort imminente pour ces psys que tu cites. Ça peut être, je me rappelle, j'avais quand j'avais interviewé Kenneth Ring, qui n'est pas dans le livre, mais c'est pour un autre sujet, Kenneth Ring, qui est un psychologue, un des pionniers de la recherche sur les expériences de mort imminente. À la fin d'une interview, je lui avais dit, mais au fait, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ces sujets-là Et il dit, bon, je peux vous le dire, LSD. Et quand j'ai Oui, questionné il y a pas que lui dans le il n'y bouquin a qui pas que parle de lui, ça. justement. Et effectivement, Ah ouais. quand j'ai posé la question à tous ces chercheurs, notamment américains, qui font un travail formidable, qui ont dans les 70, 75 ans, ils sont Charles tous Tart, passés par notamment. là. Ils Ouais. sont tous passés par là. Donc, il faut effectivement, enfin, il faut, pour beaucoup de gens qui vont dédier leur vie à l'exploration de ces sujets-là, il y a effectivement une expérience qui a tout fait voler en éclats à un moment de leur vie. Dans mon cas, tu vois, ça a été la mort de mon frère. Sinon, je serais aujourd'hui spécialiste de l'Afghanistan, alcoolique et bien cartésien. Je n'aurais pas bougé de ma niche. Il a fallu ce choc brutal pour que tout d'un coup, euh, tout vole en éclats et que je prenne le risque de m'engager dans l'inconnu. Et, J'ai oublié de citer David Servan-Schreiber, pardon, parce que c'est le premier en plus, premier entretien. David Servan-Schreiber, qui était un grand psy aussi, qui est décédé prématurément. Il y en a plusieurs qui sont décédés vraiment tous prématurément. Mais David Servan-Schreiber, c'était un de tes amis aussi, hein. ben, lui, typiquement, il a été diagnostiqué d'un cancer au cerveau assez jeune. Et je pense que ça a été, enfin, je pense pas, il me l'a dit, ça a été tout d'un coup, la mort à presque 30 ans est devenue quelque chose de présent qui pouvait arriver. Je crois que son diagnostic avait été posé assez rapidement, hein, il devait mourir au bout de quelques années, il a tenu 20 ans. Mais donc 20 ans avec la mort au quotidien, donc forcément ça interroge et forcément, même lui, malgré son parcours extrêmement académique, bah, ça l'a poussé à s'intéresser aux expériences de mort imminente. Au début, il n'en parlait pas. Euh, il est même venu à la maison rencontrer des guérisseurs discrètement. Et puis au bout d'un moment, il s'est carrément ouvert à ça, il en a parlé librement. Et je sais que les expériences de mort imminente ont été dans son parcours de patient ont été vraiment importants parce que tout d'un coup, ça a ouvert une fenêtre. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas la difficulté de se voir avancer vers la mort, mais ça ouvre la fenêtre sur, OK, il y a peut-être un sens là-dessus, il y a peut-être une continuité de ma conscience après. Et voilà, bah, lui, il a fallu ce diagnostic de glioblastome à une trentaine d'années pour s'ouvrir. Mhm. Et Christophe André aussi, tu sais qu'il a dit à la télévision qu'il avait lutté contre un cancer également, hein. Oui.
Donc, effectivement, ils sont plusieurs quand même à avoir aussi une expérience de vie qui colore nécessairement leur regard sur ces questions et sur aussi les récits qu'on leur fait dans le cadre du cabinet. Alors, effectivement, il y en a quelques-uns, comme tu citais Evelyn Joss, qui acceptent la réalité de l'au-delà, disons-le clairement avec des mots simples. Tu en as un autre aussi qui a fait une forme de coming out récemment, c'est Christophe Fauré, parce qu'il y a quelques années, je pense qu'il aurait été plus prudent. Aujourd'hui, il est radical, quoi. Il dit que oui, les vécus subjectifs de contact avec un défunt sont une réalité, les expériences de mort imminente sont une réalité, et ça suggère fortement qu'il y a un au-delà, que la vie se poursuit après la mort. Et de la part de quelqu'un qui est très exposé comme lui, c'est assez courageux aussi. C'est courageux et Christophe, il a cette je pense que s'il n'a pas voulu s'exposer autant plus tôt, c'est qu'il fait un travail vraiment important et essentiellement autour de personnes en deuil, sur des deuils très difficiles. Donc, il fait un travail précieux et je pense qu'il ne voulait pas prendre le risque de mettre ça en danger, et notamment tout son travail sur le deuil et l'accompagnement de fin de vie qui est vraiment considérable en France. Mais effectivement, moi, ça fait plus de 10 ans qu'on parle de ça. Alors, il a dit assez tôt, hein, dans le cadre des conférences de l'INRES notamment, il a dit assez tôt que oui, il en entendait parler dans son cabinet, ce qu'il raconte dans l'interview d'ailleurs, notamment de gens en fin de vie qui voient des personnes présentes dans la pièce, une dame qui voit son mari qui est décédé quelques années auparavant venir le chercher. Voilà des expériences qui sont extrêmement fréquentes en unité de soins palliatifs. Et puis, effectivement, assez récemment, et je crois que son livre sort dans quelques semaines, il fait une sorte de synthèse de tous ces phénomènes que lui a observés ou a approchés assez fortement, expérience de mort imminente, vécu subjectif de contact avec un défunt, conscience accrue au moment du décès en fin de vie, et puis il en fait une présentation globale pour dire ce que tu dis, c'est-à-dire, bah, oui, même si on ne sait pas ce qui se passe, comment ça se passe, il est assez évident qu'il y a une forme de continuité de notre conscience qui se poursuit. Alors pour la petite anecdote, Christophe, il a été moine bouddhiste pendant plus de 2 ans. Il y a 20 ans, après ces années de médecine, ces années de pratique, il a fait beaucoup d'accompagnement en fin de vie, notamment au moment de la crise, enfin de l'apparition du sida, et Dieu sait que ça a été vraiment compliqué à ce moment-là. Après ça, il a éprouvé le besoin de s'engager dans le bouddhisme et de devenir moine. Il est devenu moine, et puis au bout de 2 ans, il était vraiment crâne rasé, il avait appris le tibétain. Il est allé voir son maître, parce qu'il commençait à avoir des petits questionnements, mais il sans se l'avouer vraiment. Et puis son maître lui a dit, mais en fait, vous êtes qui, vous faites quoi? Et Christophe lui a dit, bah, je suis psychiatre en fait de formation. Ah, et c'est quoi la première règle dans le bouddhisme? Bah, c'est d'aider son prochain et de faire du bien à son prochain. Et le lama lui répond, et vous pensez que vous faites plus de bien en tant que psychiatre ou là en tant que moine? Et là, catapulte dans la tête, il s'est dit, bon, ok, je reprends mon cabinet. Et 2 mois après, il avait réouvert un cabinet à Paris. Donc, il avait quand même cette curiosité spirituelle depuis toujours, mais voilà, sous le manteau, dans sa pratique privée. Et c'est peut-être ce cheminement de moine qui lui a aussi donné une autre ouverture et une autre capacité d'accueil de ses récits, de ses patients endeuillés ou de ses patients en fin de vie. Ouais, c'est d'autant plus intéressant que les psychiatres, on l'a pas dit, mais ce sont des médecins d'abord. Ce sont des gens qui doivent faire le cursus d'études de médecine avant de se spécialiser en psychiatrie, hein, alors que bon, c'est pas le cas des psychologues, hein, c'est une formation universitaire. Les psychothérapeutes, c'est une formation libre. On peut être psychiatre et psychothérapeute, on peut être psychologue et psychothérapeute, mais la psychothérapie, c'est beaucoup moins encadré, hein, finalement. Et la psychanalyse, c'est encore autre chose. Et on peut suivre des séminaires aussi, mais il faut surtout avoir fait soi-même une analyse. Donc, c'est des profils qui sont différents aussi, finalement, hein. Le psychiatre, lui, c'est vraiment le plus cartésien de tous, a priori, puisque c'est un médecin, quoi. Il est passé par cette formation très, très cartésienne. Euh, je voulais qu'on parle de cette notion qui revient dans le livre à plusieurs reprises, donc dans la bouche de plusieurs d'entre eux. C'est cette notion de porosité de la conscience. J'aime bien ce mot, porosité, parce que beaucoup utilisent ce mot pour dire que finalement, justement, on est des individus qui ne sommes pas fermés sur nous-mêmes, même l'inconscient n'est pas clos sur lui-même, alors que c'était la vision de Freud. Il y a en fait une connexion, une ouverture, et ce qui explique bien sûr toutes ces expériences-là, et ce qui explique aussi ce qu'on peut avoir comme vision du monde dans les chamanismes, par exemple, etc. Donc il y a cette porosité, il y a cette ouverture, et il y a une façon en fait de gérer cette porosité qui va faire
justement on va basculer dans la pathologie ou pas finalement, où on va continuer à être fonctionnel. Parce que je crois que c'est Martine Gerco qui dit porosité, oui, mais perméabilité, là, ça commence à s'ouvrir un peu trop, et puis on arrive à la possession, quoi, finalement. Il faut arriver à gérer cette notion-là, mais en tout cas, il y a une porosité à la base, quoi. Connecté, quoi. On est connecté au vivant, on est connecté les uns aux autres, et on est connecté aux dimensions de l'invisible, c'est ça. Mais on est des êtres humains nés sur une planète, dans un temps et dans une densité matérielle donnée. Donc effectivement, notre cerveau, depuis notre enfance, se construit en interaction permanente avec le monde extérieur, dans un cadre culturel, dans un contexte social. Et effectivement, cette porosité, cette transparence que notre âme a, ça c'est moi qui le dis, hein, mais que certains le disent aussi dans le livre, cette transparence que l'on a avec le monde extérieur, en fait, parce que, comme tu le dis, on n'est pas séparés des autres et du monde. Pour vivre sur cette planète, il faut quand même qu'on soit séparés. Sinon c'est une souffrance intenable. Donc, ou alors c'est extrêmement bien maîtrisé, c'est ce qui donne des chamans, c'est ce qui donne des médiums. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tous ces entretiens, on sent qu'effectivement, l'être humain n'est pas une espèce d'objet absolument fermé au monde extérieur et qu'il subit en permanence des influences. Alors, ça peut être des influences d'ordre psychologique, tu vois, toute la charge de notre famille, de notre héritage transgénérationnel, des charges psychologiques de par l'environnement dans lequel on vit, tu vois, les news que j'entends à la télé encore tout à l'heure, la guerre en Ukraine a forcément un impact aussi sur moi. Tout ça, ça nous, face à moi, et ça nous traverse en permanence. Et puis, ce qu'on commençait à explorer un certain nombre de psys, comme Groff ou Martine Gerco en parle aussi extrêmement bien dans le livre, c'est qu'on peut être aussi sensible et pour eux à d'autres choses, des choses que l'on va qualifier du domaine spirituel, transpersonnel, d'autres formes de vie, d'autres esprits, d'autres énergies, d'autres intelligences. Et c'est pour ça aussi que, pour moi, les psys ont une approche intéressante. À chaque fois que j'allais les voir pour leur dire, mais est-ce que ces choses sont vraies ou pas vraies, tous me répondent plus ou moins, mais je m'en fous de me répondre à cette question-là. Pour moi, elle n'est pas pertinente. C'est pour ça que je disais qu'il bottait en touche. Il bottait en touche, mais bon, en fait. C'est pas botter en touche, c'est la vraie question à se poser, en fait. Ouais. C'est dans les manuels de psychiatrie classique, le DSM, enfin le précédent, le 4, il y avait encore une classification qui dit que voilà, entendre des voix, c'est synonyme de schizophrénie, point barre, quoi. Dans le DSM-5, ils ont édulcoré un petit peu parce que justement, ils ont intégré une dimension spirituelle. J'ai rencontré plusieurs psys qui étaient en charge justement de la rédaction de cette partie-là, parce que justement, à certains moments, on a commencé à s'apercevoir dans la clinique, mais aussi de façon beaucoup plus répandue, que le symptôme extraordinaire n'est pas systématiquement associable à une pathologie. Voir un fantôme dans sa maison, ça peut effectivement être juste le point émergent d'un délire psychotique totalement envahissant et totalement fou et extrêmement souffrant pour le patient, mais ça peut être aussi une maman qui a perdu son fils il y a 3 jours, qui est parfaitement normale, qui est parfaitement intégrée, qui a une vie émotionnelle et professionnelle équilibrée, qui fonctionne bien avec son entourage et qui, juste à ça, un moment dans sa vie, parce qu'elle a perdu son fils, et il y a quelque chose qui se passe de l'ordre du spirituel. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas des fous qui sont fous. Enfin, pour moi, encore une fois, je me fais simplement le porte-voix des psys qui parlent dans le livre. Pour eux, il n'y a pas simplement des gens qui sont complètement fous, et puis des gens qui sont complètement mystiques ou complètement connectés. Il y a une réalité sous-jacente à notre réalité matérielle qui nous baigne en permanence. Pour certains, elle est extrêmement souffrante parce qu'elle est envahissante. La personne, pour des raisons biologiques, ou enfin ça on l'ignore, hein, neurologiques ou autres, n'est pas capable de mettre une structure de frontières. Et puis pour d'autres, ça va être extrêmement gérable. J'en parle pas dans le livre, mais Corinne Sambrin, je me rappellerai toujours cette remarque du psy avec lequel elle a fait les premières études. Corinne est cette Française qui s'est initiée au chamanisme mongol et qui a voulu
collaboré avec des scientifiques occidentaux pour essayer d'objectiver un petit peu ces états de transe, savoir si elle était complètement maboule ou s'il se passait vraiment quelque chose. Et la première fois qu'on observe vraiment son activité cérébrale pendant un état de transe, une fois que ça s'arrête, le psy lui dit, le neurochercheur, le professeur Florent Rey lui dit, on arrête tout de suite, c'est hyper dangereux ce que vous venez de faire, votre cerveau, il est exactement celui d'un psychotique en état de dissociation folle, et donc c'est extrêmement dangereux. Et Corinne a répondu, bah, peut-être, mais moi j'y vais et je reviens sans aucun problème. Parce que Corinne a une structure, enfin ça reste encore profondément mystérieux, mais cette graduation de la souffrance, pour moi, elle est vraiment, c'est vraiment la réalité clinique telle qu'on l'observe quand on s'intéresse aux expériences extraordinaires. Je me rappelle d'une médium que j'avais interviewée dans le test, Loane Miège, qui a vécu une enfance absolument extrêmement difficile avec son frère, avec un papa extrêmement toxique et dangereux. Il est envisageable que cette enfance extrêmement difficile ait favorisé une plus grande perception chez elle et son frère, sauf qu'elle arrive à le gérer en étant communicatrice avec la nature, en étant guérisseuse, en étant médium. Son frère ne peut pas gérer du tout, il est hospitalisé, et il y a seulement les médicaments qui arrivent à calmer la souffrance que ça provoque. Et je crois que c'est Jean Sandretto, qui est un des psys du livre, qui me dit, mais vous savez, la souffrance d'un psychotique en crise, elle est 10 fois supérieure, 1000 fois supérieure à celle d'un type qui viendrait de survivre d'un accident de voiture. C'est une souffrance incommensurable où là, malheureusement, il n'y a pas de poésie à faire. Il y a des médicaments, des antipsychotiques à donner, des choses qui vont calmer et bien sûr enfermer le patient dans quelque chose, mais s'il n'est pas enfermé, il meurt de souffrance. Donc, pour moi, le discours de tous ces psys, c'est aussi pour enlever un peu le côté magique et angélique qui voudrait dire que dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a que des mystiques enfermés à tort. Non, il y a des gens qui souffrent et même s'ils souffrent parce qu'ils sont dans une espèce de relation avec un monde invisible non contrôlé, c'est pas parce qu'ils sont dans une relation avec un monde réel qu'ils ne souffrent pas. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Oui, mais c'est vrai qu'on avait dit ça à une époque. On avait dit qu'un chaman qui vient dans un hôpital psychiatrique ici en France, il va dire qu'en fait, tous ces gens-là sont des apprentis chamans qu'on a enfermés à tort. Donc, c'était caricatural, bien sûr. C'est beau, c'est un raccourci, en l'occurrence, qui tient pas l'autre, parce qu'il y a de la vraie souffrance. Et c'est vrai que c'est ce critère de souffrance et de fonctionnalité que les psys doivent évaluer en premier lieu, finalement. Mais justement, il y a aussi quand même une ouverture, je pense, alors chez tous ceux que tu cites, mais probablement aussi chez d'autres, sur le fait que, par exemple, un contact, un VSCD, un contact avec un défunt, aujourd'hui, on dit plus que ça empêche de faire le deuil. À une époque, on disait ça, vous allez consulter un médium et ça va vous empêcher de faire le deuil. Vous avez des visions, oubliez ça, c'est forcément une hallucination. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une ouverture chez beaucoup de psys qui consiste à dire, oui, ça peut effectivement aider à faire le deuil, au contraire. Bah, c'est quelque chose que je mets en avant, enfin que les psys mettent en avant et que j'ai voulu aussi appuyer, c'est qu'effectivement, ces expériences extraordinaires, au sens large, parfois elles servent à rien, entre guillemets, elles sont juste incroyables et bouleversantes, mais dans le cadre du deuil notamment, elles peuvent être des ressources précieuses. Tu parles du cas des VSCD, effectivement, ça résout rien comme par magie. Quand on vient de perdre son fils, même si on le voit, bah, on va continuer à être dans la souffrance, on va continuer à être dans cette blessure ouverte qu'est le deuil. Mais il y a un petit truc qui s'est ouvert. Il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, qui donne du sens, non pas sur la mort, mais qui donne du sens sur la vie et sur la possibilité que peut-être cet enfant, il n'est pas disparu dans le néant, mais il est peut-être quelque part, peut-être qu'on le retrouvera. Ça ouvre un cheminement. Voilà, ça n'apporte pas une croyance installée, ça ne fait pas partir dans des dérives sectaires, c'est une ressource qui peut vraiment être profondément aidante, et c'est aussi quelque chose que plusieurs psys qui notamment sont spécialisés dans le deuil essaient de mettre en avant. Servons-nous de ça, servons-nous de ces expériences. Ma volonté de proposer à tous les psys d'afficher le hashtag j'accueille l'extraordinaire. Oui, j'allais t'en parler, bien sûr. Ouais. Vient je le développerai un petit peu, mais ça vient d'une histoire personnelle de gens que je connais qui, dans un deuil, ont été accompagnés par un psy pas ouvert à ça, pas curieux, et qui, quand les parents ont raconté une expérience un peu étonnante
typiquement un VSCD qu'ils avaient vécu avec leur enfant, le psy leur a dit oui, bah, si ça vous fait du bien, mais bon, voilà les anxiolytiques. Et ça, c'est dommage parce que ça a blessé le couple. Ils se sont dit, c'est pas ce que j'avais envie d'entendre. J'ai pas envie qu'ils me vendent un monde spirituel, mais j'ai juste envie qu'ils m'écoutent. Et à l'inverse de ça, je me souviens d'une maman que j'avais interviewée dont le témoignage est dans Après, mon livre Après, qui avait perdu son fils au moment des attentats du 13 novembre. Et elle, pareil, elle a vécu une dizaine de jours après les attentats, elle a vécu une expérience où elle a vraiment eu l'impression de voir son fils, de pouvoir le prendre dans les bras, etc. Et son psy ne lui a pas dit que c'était pas vrai ou que c'était vrai. Son psy lui a juste dit quelque chose d'extrêmement précieux. Il lui a dit, vous savez, vous n'êtes pas toute seule, plein de gens racontent ça, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Rien que ça, c'est juste extraordinaire parce que ça n'enferme de pas. neutralité, quoi, finalement. Une neutralité, voilà, une vraie neutralité, en lui demandant de raconter aussi le récit. Et en racontant le récit, le psy, lui, il a les outils pour détecter éventuellement de l'exagération, d'un danger, etc. C'est pas en taisant, c'est pas en diagnostiquant, soi-disant, un délire que ça va aider. C'est en écoutant qu'il peut identifier là où il va devoir intervenir pour éventuellement solutionner une souffrance. Donc, les VSCD, tous ces phénomènes-là peuvent être des ressources formidables et si elles ne sont pas accompagnées, elles peuvent si elles ne sont pas accompagnées, c'est là où on peut vraiment assister à des dérives sectaires. Parce que les gens qui ont vécu une expérience extraordinaire, ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de comprendre. Et donc, s'ils ne vont pas trouver des réponses ou au moins une écoute bienveillante chez quelqu'un de cadré dans un cabinet de psy, ils vont aller le chercher sur Internet ou ailleurs. Et c'est là où ils peuvent tomber sur des trucs complètement farfelus, voire dangereux. Et donc, c'est presque un devoir de santé publique que d'écouter ces expériences sans a priori. Complètement. Alors, écoute, je fais un petit aparté parce qu'il y a beaucoup de questions, mais on ne peut pas poser toutes les questions parce que vous êtes trop nombreux, en fait, ce soir, et on n'a pas beaucoup de temps avec Stéphane. Donc, je tiens compte de vos questions. Non, il n'est pas question du trickster ou des poltergeists dans ce livre, mais par contre, on va parler de psychokinèse après parce qu'il y a un cas quand même qui m'a interpellé. Je voulais quand même dire qu'il me semblait que c'était Martine Gerco, mais je suis pas sûr qu'il y a des paroles très sages par rapport à cette notion justement d'avoir un contact avec son défunt. Elle dit peut-être c'est pas elle, hein, que en fait, s'il y a effectivement des esprits qui survivent à la mort, ils ont autre chose à faire aussi, en quelque sorte, ils continuent d'évoluer, ils ont leur propre existence derrière, et donc il faut pas non plus. Alors, elle accepte la réalité du phénomène, mais elle dit ne soyez pas non plus à demander toutes les 5 minutes à votre défunt de se manifester à vous, parce que là, pour le coup, on tombe à nouveau dans un problème, quoi. Le processus de deuil, c'est vraiment un processus de cicatrisation et de reconstruction d'un lien qui n'existe plus. Donc, si on entretient le lien artificiellement au prétexte qu'effectivement le monde spirituel est sans doute une réalité, en fait, on ne guérit pas de cette blessure. Il y a une espèce de paradoxe. Et ça, moi, ça m'avait frappé au tout début de mon intérêt pour ces sujets-là, il y a pas mal d'années. J'avais assisté à une conférence publique avec des médiums, où les médiums, dans la salle, détectent des défunts qui sont venus pour des personnes présentes. Et moi, très bêtement, très naïvement, je me dis, bah, si ces gens-là sont là, c'est qu'ils croient à une vie après la mort, ils croient au médium, donc ils devraient tous avoir la banane et être extrêmement heureux, quoi. Et en fait, je n'ai rencontré qu'une salle de souffrance, de gens dont le deuil est juste ouvert, comme si c'était arrivé la veille, alors que pour certains, les personnes étaient parties longtemps auparavant. Je ne suis pas en train de dire que le deuil, c'est une période donnée et puis qu'après, il n'y a plus rien. Le deuil, ça dure toute la vie. Une fois qu'on a perdu quelqu'un, il ne reviendra jamais. Donc le deuil, il va nous accompagner toute notre existence. Mais il y a un moment où la souffrance se transforme, devient plus vivable, et où surtout le phénomène d'introjection, qui est vraiment le cœur du processus de deuil, qui est la reconstruction d'un autre lien avec le défunt, commence à se faire. Et c'est un peu comme souvent, je crois Evelyn Joss aussi emploie cet exemple-là, c'est un peu comme si notre fils part en voyage d'études aux États-Unis pendant 1 an à la fac et qu'on l'appelle tous les matins pour savoir s'il a bien mangé. Nous, ça nous maintient dans un état de souffrance parce qu'on est inquiet. Lui, ça le gave, mais assez fortement. Et ça n'aide personne émotionnellement. Il ne profite pas de son voyage. Pour le coup, ça gâche le voyage. Ça gâche le voyage. Et puis la maman qui est sur place, elle est dans une espèce de vie suspendue à ce coup de fil quotidien ou hebdomadaire. Donc, voilà. Mais ça, voilà, tu parlais de Christophe Fauré. Christophe Fauré a écrit plusieurs livres sur le deuil et il explique vraiment ces mécanismes d'une façon claire, didactique,
déculpabilisante aussi, parce que voilà, dans notre société, on a une espèce d'injonction qui voudrait dire que bon, bah, voilà, au bout de 15 jours, ça doit aller mieux, au bout d'un mois, ça doit aller mieux, on n'en parle plus, alors qu'en fait, ça va pas forcément mieux et qu'on a envie d'en parler tout le temps. Et Christophe vraiment fait un travail absolument formidable dans ses livres, je les recommande vivement. Vivre le deuil au jour le jour, il y a des rééditions permanentes. C'est un sacré bouquin sur Oui, ces bah, sujets. tu cites à la fin de chaque entretien les ouvrages importants de chacun. Effectivement, c'est super, hein. Là, il y a vraiment de quoi creuser. Il y a aussi une phrase que j'ai beaucoup aimée de Toby Nathan, mais que j'avais entendue dans la bouche de quelqu'un d'autre, qui était mieux dite. Et c'est quelqu'un que tu as cité dans ton entretien avec Anne Guéquer sur le podcast Métamorphose, c'est Serge Tribolet. Et Serge Mmh. Tribolet, il avait dit, alors c'est encore une fois un psy qui est parti trop tôt, lui aussi, d'un cancer au cerveau, Mmh. qui était quelqu'un de passionnant aussi. Et il avait dit, alors pour revenir à la psychopathologie, hein, il avait dit, le fou n'est pas quelqu'un qui a une case en moins, c'est quelqu'un qui a une case en plus. Mmh. Tu avais entendu cette phrase, non? Oui, mais tu parles de Serge Tribolet. Effectivement, j'ai fait des grands entretiens avec Serge Tribolet que j'ai longtemps hésité à mettre dans ce Alors, livre. il est pas dans le livre, hein, je le Il n'est redis. pas dans le livre, non, parce qu'en fait, il était à la fois psychiatre et à la fois philosophe. Ouais. Donc, les discussions qu'on a eues étaient absolument passionnantes, mais la mort dans l'âme, j'ai dû me résoudre à ne pas le mettre dans le livre parce qu'on partait dans du néoplatonicisme, on partait chez Plotin, on partait dans la philosophie, et c'était vraiment hors sujet par rapport à la continuité du bouquin. Mais effectivement, je recommande extrêmement vivement les livres de Serge Tribolet sur la folie, un bienfait pour l'humanité. Je ne sais pas si ce livre est encore disponible quelque part, mais c'était un génie, ce type-là. C'était un génie et qui était il dirigeait un service de spécialisation de jour, donc il était vraiment au cœur de la maladie mentale, Ouais. mais il avait en même temps un doctorat de philosophie et une passion éperdue pour Plotin, pour la réalité surnaturelle que décrit Plotin. Donc il faisait une lecture de ce qu'on appelle la folie, qui était absolument passionnante, passionnante. Mais peut-être que je ferai un jour un livre rien qu'avec les entretiens qu'on a fait ensemble parce que c'était géant. T'as encore de la matière, hein, ouais. Oui. Euh, oui, je voulais qu'on parle de ce cas rapporté. Alors, je crois que c'est Patricia Serin Patricia Serin, oui. qui rapporte un cas de psychokinèse chez une petite fille. Alors ça, c'est quand même exceptionnel parce que là, pour le coup, c'est le seul témoignage comme ça dans le livre, non, je pense. Oui, bah c'est la seule qui a osé, peut-être. Oui, bah Patricia, elle fait partie des premières psychologues à avoir intégré le réseau de l'INRES. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Elle a vraiment une expérience clinique très, très étendue. Elle a presque 30 ans de pratique. Elle a vécu une expérience de mort imminente. Elle a aussi tout cet intérêt pour les dimensions spirituelles. Donc, elle est habitée par cette curiosité depuis très longtemps. Et effectivement, elle travaille beaucoup plus spécifiquement avec les enfants. Et elle a observé, c'est d'ailleurs le titre du chapitre, elle observe une émergence plus importante encore de ces perceptions extrasensorielles et de ces capacités extrasensorielles chez les enfants. Et elle cite le cas d'une petite fille comme ça qui effectivement lui confie discrètement, enfin au décours d'une phrase, qu'elle bouge les objets. Et plutôt que comme on aurait plutôt tendance à le faire, à dire ah oh, putain, pardon, c'est rigolo, c'est passionnant. Bah, Patricia, elle la prend au mot, elle dit bah ah bah montre-moi. Et là, la petite fille, elle fixe on est dans Stranger Things. La petite fille fixe un stylo et le stylo bouge et tombe de la table. Et Patricia me dit, mais les fenêtres étaient fermées, je regardais le stylo vraiment extrêmement sérieusement. Enfin, y a rien qui n'aurait pu faire tomber ce stylo. Donc, mais bon, la psychokinèse, ça fait extrêmement mystérieux et fantasmagorique, mais c'est une réalité étudiée, c'est prouvé, ça marche, c'est peut-être même ce qui est au cœur de ce qu'on appelle l'effet placebo dans la médecine. Donc, ça fait partie des capacités humaines dont la réalité a été, à mon sens, pour avoir quand même bossé pas mal sur le sujet comme toi, amplement démontrée de façon expérimentale dans des labos, dans plein de circonstances. Oui, mais ça reste le fait de sujets quand même exceptionnellement doués, on va dire. En tout cas, ils sont pas là à chaque coin de rue. Mais ça a été démontré effectivement par des expériences. Mais alors, le cas des enfants est intéressant parce que justement, c'est ce que dit Patricia aussi, je pense. Chez les enfants, il y a une forme d'ouverture quand même naturelle. Il n'y a pas tous les filtres liés à l'éducation, aux croyances, etc. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus susceptibles de vivre des expériences comme ça
et elle fait bien le distinguo entre des visions, des apparitions, la notion d'ami imaginaire qui est plus quelque chose d'une espèce d'aide psychologique normale, qui peut être une projection dans un doudou aussi ou un truc comme ça. Et alors, en tout cas, les enfants sont une catégorie particulière de patients dans ce contexte. C'est vrai que je pense que notre principal barrage à plein de dimensions de notre réalité, c'est la construction de notre persona, au sens jungien du terme, la construction de notre ego, de notre structure. Et pour être, toi, moi, et sans doute la majorité des gens qui nous écoutent ce soir, bien structurés, avec un ego bien fonctionnel, on fonctionne très bien dans ce monde, enfin plutôt bien, mais du coup, on a complètement coupé l'accès aux autres dimensions. Mais durant cette phase préliminaire de la construction de l'ego, donc la petite enfance, on n'a pas forcément tous les filtres et toutes les barrières. Ils sont en train d'être élaborés. Et pour peu qu'on puisse avoir un cadre à peu près à l'écoute, avec des parents qui vont effectivement être plutôt dans l'écoute, ça va favoriser le fait de ne pas immédiatement enfermer ces perceptions ou les taire ou les garder sous silence, comme plein de gens m'ont dit l'avoir fait. Mais ça va progressivement s'étioler et puis s'arrêter, voilà, 12, 13 ans, parce que voilà, on devient pleinement fonctionnel, enfin, on commence à être pleinement fonctionnel dans ce monde. Euh, c'est une piste, mais je pense que à la fois les recherches en neurosciences, les connaissances qu'on a aujourd'hui sur le développement cérébral, l'éducation de l'enfant, la façon dont tout ce système d'une personnalité se construit, indiquent assez fortement qu'effectivement, euh, plus on est un être humain opérationnel, plus on est coupé de quelque chose avec lequel on était en lien dans la petite enfance. Ouais, ouais, ouais. C'est Et vrai que ça Patricia, elle explique très très bien ça elle dans son explique bien chapitre. aussi que ça dépend probablement de la façon dont on est écouté, entendu, justement, quand on parle de ces choses-là. Si les parents disent, oh, mais c'est ton imagination, ça n'existe pas, etc., et qu'on emmène voir le psy et que le psy dit la même chose, forcément, on doit fermer, on doit fermer des portes d'autant plus nettement, quoi. On ferme des portes et puis on peut aussi prendre le risque, si le phénomène est vraiment trop intrusif et trop présent, d'isoler complètement l'enfant dans une souffrance et de créer un vrai déséquilibre, une vraie problématique de relationnelle. Mhm. Euh, et ça, et ça, Patricia, elle alerte aussi pas mal là-dessus dans son livre. C'est-à-dire que face à des enfants qui vivent ces expériences, il y a effectivement une majorité de parents qui vont dire, bon, c'est dans ta tête, laisse tomber, oublie. Mais il y en a aussi qui vont être dans une sorte de surinvestissement de leur enfant. Oh là là, c'est génial, mon enfant voit des morts, et vont être dans le questionnement et vont du coup créer une autre forme de déstabilisation, une autre forme oui, de fragilisation de leur enfant en surinvestissant ça. Je pense que c'est normal en fait. Ce monde invisible, il est là, il est présent, il participe de notre réalité. Que certaines personnes le perçoivent plus que d'autres, c'est normal. C'est pas ni pathologique, ni ça peut le devenir, ça peut devenir une grande souffrance, mais c'est normal. Donc il faut pas forcément se considérer comme un élu parce que tout d'un coup on perçoit des choses. Qu'on soit un enfant, c'est pas parce que notre enfant va être sensible à certaines choses qu'il est élu de Dieu ou je ne sais quoi. Enfant Et indigo, enfant cristal, etc., etc., on en a un peu revenu de ça. voilà, et pour moi, c'est un peu aussi le même. On a le problématique avec les adultes et avec le phénomène des rêves prémonitoires et des perceptions prémonitoires, où j'ai entendu beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que de percevoir, d'avoir le sentiment d'avoir perçu un événement à l'avance, le 11 septembre, un accident de voiture, la mort d'un proche, etc., on se sent tout d'un coup responsable. Mais Mhm. c'est les psys, je crois que c'est Joe Arcy-Ahmed qui m'avait dit ça, mais c'est une forme de presque de ça y est, j'ai oublié le mot, mais de prétention. Voilà, c'est presque prétentieux de se dire que tout d'un coup, on aurait eu soi-même, parce qu'on a perçu quelque chose, le pouvoir de le changer. Non, Mhm. on regarde les informations tous le soir à la télé, c'est pas parce qu'on sait ce qui se passe dans un autre pays que tout d'un coup, on aurait la capacité à agir dessus. Je pense que les perceptions extrasensorielles qui ont trait à des perceptions prémonitoires sont du même registre. Ça résonne en nous pour des raisons naturelles presque. Un événement futur va résonner, la mort d'un proche, etc. Mais ça ne nous donne aucune mission particulière, aucun rôle particulier, aucun statut particulier. C'est juste la réalité de notre condition humaine et de ces dimensions de la conscience qui sont mal connues en fait.
On raisonne, voilà. Et ça s'est passé. Mon frère est mort en Afghanistan en avril 2001. Ma femme, Natacha Calestrémé, était avec nous en Afghanistan à ce moment-là. Dans les jours qui ont précédé l'accident, elle a senti des choses. Elle n'a pas senti l'accident, mais elle a eu le besoin d'exprimer certaines choses. Elle a vu des choses dans le feu de notre maison. Enfin, c'était incompréhensible et indistinct, mais après l'accident, elle a compris qu'elle avait effectivement pressenti d'une certaine manière de la violence, du choc. Ça l'a même poussé à parler à une des personnes qui allait mourir dans l'accident 2 jours avant, comme si elle devait lui transmettre un message. Mais voilà, elle ne s'est pas sentie du coup responsable de cet accident parce qu'elle aurait pu l'éviter. Tout ça, c'est de la fiction, ça n'existe pas. C'est juste que par sa sensibilité, il y a quelque chose du futur qui a résonné en elle à ce moment-là et qui a été intraduisible, mais qui a résonné en elle. C'est tout le problème des prémonitions, c'est qu'il faut que ça soit confronté à l'événement une fois qu'il se produit pour savoir que c'était une prémonition. Tant que l'événement ne s'est pas produit, un rêve prémonitoire ou une prémonition, ça n'existe pas. On peut pas le C'est décrypter, ouais. toute la question. Mais je pense que tu as vraiment raison d'insister sur le fait que c'est un écueil en fait symétrique de vouloir taire ces phénomènes-là, de vouloir les faire taire chez un enfant, que de les encourager à outrance en disant tu es un enfant spécial, tu es un surdoué, etc. C'est vrai que c'est deux écueils finalement symétriques. Donc on marche sur un fil en fait, en quelque sorte, pour rester encore une fois fonctionnel, quoi. Et je pense que tu vois, ce que j'ai appris moi de ces entretiens et de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans le monde psy, c'est que quel que soit, pour moi, la réalité acquise, elle est parfaitement acquise de ce monde spirituel. Pour moi, aujourd'hui, la preuve est faite que on n'est pas réductible à notre existence, que on a, pour faire simple, une âme qui vient hors du temps, qui s'incarne dans le temps, qui repart hors du temps. Donc tout ça, pour moi, est une réalité. Mais on est ici, on est sur cette terre, on est dans ce corps, dans une durée de vie, dans une temporalité. Et pour bien vivre sur cette terre et faire notre boulot, si tant est qu'il y ait une mission à cette existence, il faut être ancré et structuré. Donc je pense que là, avant de partir dans tous les sens, il faut déjà s'occuper de soi-même et s'occuper de se construire, de se structurer. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à la question des psychédéliques, aux recherches qui sont faites dessus. J'ai lu énormément, et notamment les pionniers de la recherche, qui étaient le psychologue Ramdas ou Timothy Leary à Harvard dans les années 60. Richard Alpert, les pionniers de Harvard. Et voilà des gens qui ont fait des centaines d'expériences, notamment avec le LSD ou les champignons. Et Ramdas, donc, qui était psychologue et qui s'appelait Richard Alpert avant de devenir hindouiste et d'adopter ce nom-là, effectivement, à la fin enfin même pas à la fin de sa vie, au milieu de sa vie, il a dit, voilà, les psychédéliques sont un outil formidable d'accès à une dimension spirituelle, mais on n'y reste qu'une heure ou deux. Donc peut-être que le but de la vie, c'est pas juste de se prendre des trucs pour y aller. Peut-être que le but de la vie, c'est de cultiver au quotidien une pratique spirituelle ou personnelle qui nous permet d'approcher cet état de connexion avec le monde invisible. Et il ajoutait qu'il déconseillait, j'ai entendu ça récemment dans une interview où il répondait, il déconseillait fortement aux adolescents de prendre ces substances parce que c'est pas à un moment où on est en train de se construire l'ego qu'il faut commencer à le faire voler en éclats. Pour le faire voler en éclats, il faut en avoir un costaud parce qu'il faut revenir. Un jour, on ne reviendra pas. C'est le moment où on mourra. Donc là, on s'en fout d'avoir un ego. On meurt, on part à une nouvelle aventure. Mais là, pour revenir sur cette planète et continuer à vivre et à fonctionner normalement, il faut avoir un ego qu'on peut retrouver et qui doit être bien structuré. C'est pas Ramdas, mais un de ses collègues, je crois, qui avait dit après l'extase, la lessive. Oui, c'est le titre d'un bouquin qui est pas mal, ça. Pour revenir à la réalité, quoi. Mais puisque tu as parlé de l'âme et tout ça, j'en profite pour poser une question qui est apparue dans le fil. Est-ce que tu penses que la réalité est conscience à la base? Est-ce que tu penses que la conscience est à la base de la réalité, ou parce que dans le livre, à la fin, il y a Grof qui parle de Jung aussi, donc de la psychologie transpersonnelle. Il y a beaucoup de références à Jung, quand même, il faut le dire, puisque beaucoup de psys sont quand même ouverts sur la vision qu'avait Jung du monde, puisqu'il intégrait les expériences mystiques et tout ce genre de choses, et la dimension transpersonnelle, l'inconscient collectif et tout ça. Toi, à titre personnel, comment tu conçois aujourd'hui les choses, puisque tu as parlé d'âme? J'ai du mal à trouver des mots. Voilà, Jack Canfield, exact. Oui, j'ai du mal à trouver des mots appropriés, mais pour moi, c'est effectivement une évidence que la réalité première, elle est
elle est de nature spirituelle. Et dans certaines expériences chamaniques que j'ai pu vivre, je me suis éloigné d'une façon vertigineuse de mon identité actuelle, de Stéphane Alix, et je continue à exister. J'avais l'impression d'être dans une réalité beaucoup plus vaste. Et il m'a semblé, mais j'ai encore du mal à l'intégrer tellement c'était une altérité radicale. J'ai vraiment le sentiment de voir ce mécanisme dont parle cette personne qui pose la question, qu'effectivement la conscience est première et c'est elle qui fabrique la matière, les corps. Alors voilà, tous ces mots sont réducteurs, sont caricaturaux presque, mais effectivement, je pense que le spirituel, la conscience est première. Euh, c'est difficilement concevable de se dire que la conscience est même une, parce qu'il n'y a pas deux consciences, elle est une. D'ailleurs, à ce titre-là, pour les anglophones, il y a un livre qui est absolument génial One Mind, bien sûr, de de Larry Dossey. Larry Dossé. Mais alors, Stéphane, tu sais Euh, que nous, avec Romuald, on va sortir un livre là-dessus aussi très bientôt. bon, Donc, bah, c'est bien parce que One Mind pour les anglophones. Et pour moi, puis, c'est le livre ouais, le c'est très plus complet. solide qui explique justement comment est-ce qu'une conscience unique peut donner des consciences individuelles séparées. Il est médecin, ça fait quand même quelques décennies qu'il bosse sur le sujet, donc, mais, mais c'est là où moi, mon interrogation de journaliste, à un moment, elle a eu besoin de switcher vers le chamanisme pour vivre moi-même des expériences, parce qu'à un moment, le mental, mon appareil de journaliste questionnant, il arrivait à un plafond de verre. Et de vivre moi-même des expériences de dissolution de l'ego chamanique ou avec des psychédéliques dans le cadre de recherche, ça m'a permis de faire des expériences où j'ai pu du coup comprendre des mots qui me paraissaient abstraits je les lisais sans avoir fait cette expérience. Mais oui, nous sommes des êtres spirituels dans des sacs de singes, en fait, dans C'est ça, des costumes de singes. qui vivent une expérience humaine, comme disait Teilhard de Chardin. Écoute, Stéphane, merci beaucoup. Peut-être tu veux parler pour finir de ton concept là, j'accueille l'extraordinaire. Tu veux nous en dire quelques mots encore? Ben écoute, oui, très succinctement, en fait, je pense que beaucoup de gens, parmi les psys et parmi tout le monde, le grand public s'intéresse à ces sujets-là. Enfin, ceux Mhm. qui sont avec nous ce soir en témoignent. Mais je pense que beaucoup le vivent aussi un peu isolément et que parfois, il y a peut-être deux personnes qui vont se croiser, qui savent pas qu'elles s'intéressent toutes les deux au même sujet et qui n'aborderont jamais la question. Donc j'ai envie de proposer à l'occasion de la sortie de ce livre que au moins tous les psys, puis après tout le monde qui le désire, affiche sur ses réseaux sociaux, sur son profil professionnel, où on peut l'identifier, juste le hashtag j'accueille l'extraordinaire, tout attaché, juste pour qu'éventuellement, voilà, vous êtes psy à Toulouse, à Metz, à Strasbourg, vous y connaissez pas grand-chose, mais au moins ça vous intéresse, mettez hashtag j'accueille l'extraordinaire, comme ça, quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, qui est en deuil, à Strasbourg, à Toulouse ou ailleurs, verra ça sur votre profil, sur Doctissimo ou ailleurs, sur votre page Facebook, et se dira, ah bah là, je n'aurai peut-être pas mes réponses, mais au moins j'aurai une écoute attentive. Et ça, je pense que c'est extrêmement précieux. Donc vraiment, j'invite tout le monde, et puis après, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être psy ou pas, mais au moins pour les psys, ça va être vraiment utile pour les patients qui sont en besoin de trouver des espaces d'accueil et de discussion. Mais voilà, tout le monde, accueillons l'extraordinaire, et puis il y aura un point de bascule, je ne sais plus comment on appelle ça en science, tout le monde refuse une théorie, puis à un moment, il y a un point de bascule, et tout d'un coup, toute la théorie paraît tout à fait évidente pour tout le monde. C'est le centième singe ou un truc comme ça, non? Oui, je crois que c'est ça, oui. Bah alors, si on affiche tous j'accueille l'extraordinaire, au bout de 20 millions j'accueille l'extraordinaire, on aura changé le monde. Tu sais, Donc, il faut commencer ce soir. tu en as déjà qui le font dans le chat, tu vois, et je suis psy, j'accueille l'extraordinaire, Génial. nous dit Angela, donc c'est parfait, effectivement, c'est une bonne initiative. Je te félicite. Alors, on avait convenu hein, de faire une heure, donc je ne pose pas les questions. Le livre avec Romuald, on en reparlera en début d'année, ça sort en début d'année prochaine. Là, on parlait de Un fantôme sur le divan avec Stéphane. Merci infiniment. Stéphane, peut-être tu seras intéressé de savoir que Vertical Project organise donc le 16 octobre un symposium, un colloque digital sur la question des ovnis, Ah, mais de 10h à 21h, tu es au courant déjà? j'ai vu ça, j'ai T'as vu partagé ça? sur mes réseaux Voilà. sociaux. Ouais, il y a Leslie Keane, j'ai vu, il y Alors, il y a a. Leslie Keane, il y a Jacques Vallée, il y a bien sûr Philippe Guillemant, Avi Loeb,
dont j'ai eu le plaisir de faire l'interview, Alain Juillet, Luc Dini, Alexandre Sheldon Duplex, Jean-François Clairvoy, le frère de Patrick Clairvoy, que j'ai pas cité, mais qui est dans ton livre. Patrick Clairvoy aussi, un psychiatre aussi passionnant. Donc ça va être une belle journée, de 10h à 21h le 16 octobre, colloque digital sur OVNI, les experts dévoilent leurs découvertes. Voilà, il faut s'inscrire sur verticalproject.com. Ça va être génial, ça, à mon avis. Ça va être génial. Merci infiniment, Stéphane. Merci à toi et puis merci à toutes et à tous qui étaient là ce soir. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Au plaisir de te recroiser très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Bonne fin de soirée à tous. À très bientôt sur Également. Vertical Project. Salut Stéphane.